Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1037 de One Piece. Alors je n'ai pas été très présent ces dernières semaines et l'explication se trouve dans ce gros message que j'ai pu laisser sur mes réseaux récemment, donc n'hésitez pas à y jeter un œil pour mieux comprendre si vous l'avez loupé. Mais en gros, ça parle d'un burn-out lié à YouTube, voilà. Malgré tout, j'en parlerai davantage dans les jours ou semaines à venir, peut-être en live, peut-être en vidéo ou peut-être simplement dans un texte. On verra. Quoi qu'il en soit, votre soutien était incroyable. Jamais je n'aurai assez de vocabulaire pour vous remercier aussi dignement que vous le méritez. Votre aide a été très précieuse et votre compréhension m'a soulagé d'un poids énorme, alors sincèrement, merci pour tout. Sans s'éterniser là-dessus, passons au sujet principal. Ce chapitre 1037 de One Piece est absolument phénoménal. Déjà car Oda nous livre la suite du combat tant attendu de Luffy contre Kaido, mais également car la seconde partie du chapitre nous emmène directement au cœur même du gouvernement mondial, au palais Pangea de Marie-Joise. Le Gorosei apparaît pour nous parler de deux des plus grands mystères de One Piece. Oda semble avoir décidé que le monde était prêt pour certaines révélations. Zunesha apparaît enfin à Wano Kuni et un certain fruit du démon que le gouvernement veut cacher serait de retour dans ce monde effrayant, le Gorosei. Vous êtes sans doute autant hype que moi, alors n'attendons pas plus et commençons l'analyse de ce futur chapitre mythique de One Piece. Plus que jamais, j'ai besoin de votre soutien, likez cette vidéo si elle vous plaît et n'oubliez pas de vous abonner car cette année, on ne vise pas seulement les 300 000, non, mais également les 400 000 abonnés, alors on a besoin de chacun de vous. Sur ce, merci à vous et commençons. Le Festival du Feu touche à sa fin à la capitale des fleurs. Les citoyens s'étant rassemblés pour cet événement continuent de perdurer la tradition et prient leurs ancêtres dans l'espoir que leurs vœux soient réalisés. Les lanternes de papier s'envolant dans le ciel finiront par arriver aux côtés d'Onigashima, flottant plus proche que jamais de la capitale et offriront un décor magistral au plus féroce combat de cette guerre opposant Luffy à Kaido. Déjà dans le dernier chapitre, le combat avait gagné en intensité. Les deux adversaires prennent un malin plaisir à mener ce duel, en particulier Kaido, qui ne semble pas avoir eu un tel concurrent depuis bien des années. C'est cette euphorie qui pousse le Yonko à prendre une pause pour boire du saké devant la stupéfaction de Luffy. Une stupéfaction que l'on partage car nous savons ce que l'alcool peut procurer à Kaido. Durant sa seconde apparition, l'empereur avait montré une partie de lui très instable lorsque l'alcool coulait à flot. Ainsi, il était capable de passer du rire aux larmes et à la colère en seulement quelques instants. Cet état provoqué par l'ivresse de l'alcool revient au galop face à Luffy. Dans la première partie du combat, c'est la joie qui l'emporte. Un bonheur submerge Kaido. Tout en rigolant, il affronte un Luffy incapable de lui porter le moindre coup à cause de l'agilité perturbante et étonnante de l'empereur. Sans surprise, il utilise de nouvelles capacités propres à son état alcoolisé et parvient à blesser Luffy, quasiment impuissant. C'est en se transformant en forme hybride que Kaido attaque à nouveau avec son Ragnarake. Une technique emblématique invoquée au chapitre 1009 dont la démonstration de puissance nous avait largement convaincus des pouvoirs terrifiants que peut posséder le roi d'Onigashima. L'impact de cette attaque produira une véritable onde de choc sur l'île. Pour autant, Luffy est désormais beaucoup plus résistant grâce au haki des rois avancés et parviendra à se relever plus vite de ce coup. Kaido se transforme alors en dragon et passe à la deuxième étape de son alcoolisme, la tristesse. C'est un monstre dévasté qui nous apparaît alors. Pour le coup, c'est difficile de ne pas rire face au contraste du monstre que l'on connaît de base et de celui qui combat Luffy actuellement. Pour autant, ces paroles semblent refléter une certaine réalité, un mal profond qu'il subirait des suites d'un échec, puisque comme il le dit, malgré tous les efforts qu'il a fournis, ce n'était pas suffisant. Alors quels étaient ces efforts? La construction d'Onigashima pour un empire pirate? La quête du One Piece? Ou autre chose? On commence à avoir des bribes de son passé, notamment dans le dernier chapitre où, à notre surprise, King voyait en lui, lors de leur rencontre, le nouveau Joy Boy. Jusqu'à présent, la partie triste et tragique de l'histoire de cet homme n'a pas encore été révélée, et pourtant c'est ce qui arrive systématiquement dans n'importe quel flashback, en particulier ceux des adversaires de Luffy. Il ne serait alors pas étonnant que le regret qu'éprouve Kaido actuellement soit en lien avec la partie tragique de son passé et que ce soit une histoire qui humanise encore plus le monstre actuel. C'est exactement ce qui s'est passé avec Doflamingo. Malgré toute la haine qu'on pouvait avoir envers lui dans son enfance pour ses actes et paroles, il ne faisait que suivre l'enseignement qu'il avait reçu, là-haut, sur Marie-Joise. Toute son enfance, on l'a comparé à un dieu vivant sans lui expliquer la vraie valeur de la vie, pour que finalement les atrocités subies soient à la hauteur de justifier n'importe quelle folie. Enfin presque. Le meilleur exemple reste Big Mom, qui, en étant enfant, a subi l'abandon de la part de ses parents, la trahison de celle qu'elle considérait comme sa mère, et finalement la perversion cupide de Strossen, alors que de base, Lin Lin était de la plus pure des innocences. Bref, c'est un scénario que Oda reprend souvent pour humaniser les plus terribles démons de One Piece. Derrière le monstre sans cœur, il y a une histoire pour justifier comment il en est arrivé à cet extrême. C'est forcément le cas pour Kaido, et ses paroles dans son état le plus dépressif laissent alors suggérer que son plus grand regret serait lié à son plus grand échec. Le combat ne s'arrête pas là pour autant et, toujours dans sa forme dragon, utilise son Tatsumaki Kaifu, tranchant tout sur son passage que Luffy parviendra à contrer grâce à son haki. C'est après cet échec que Kaido passera dans un nouveau mode, le troisième,
les pleurs. Encore une fois, on l'a déjà vu dans cet état à plusieurs reprises et c'est peut-être dans celui-ci qu'il est le plus imprévisible. Malgré les apparences, il est plus sauvage que jamais. Ainsi, un enchaînement de coups a lieu entre les deux ennemis, faisant jaillir les éclairs noirs du haki des rois avec toujours un avantage pour Kaido. Ce choc aura cependant accompli une chose, Kaido commence à décuver. Tel un boss de jeu vidéo, nous arrivons à la phase finale de son état, l'agressivité. Kaido est inarrêtable, la colère accroît sa puissance et après avoir utilisé son Borobresse, Luffy et lui s'attaquent simultanément. La confrontation de leurs deux puissances dévoilant une magnifique scène de puissance brute. Les deux monstres révéleront également deux nouvelles techniques, le Gomu Gomu no Rock Gatling pour Luffy et plus intéressant, le Gundari Ryuseigun pour Kaido. C'est effectivement cette technique qui possède un sens caché puisque Gundari n'est nul autre que le nom d'un des 5 Myoho, les rois du savoir défenseurs des Bouddhas, ceux dont j'ai pu tant vous parler par le passé. Pour rappel, ces divinités sont très largement citées sur Wano Kuni, en particulier autour de Kaido qui a été le premier à être nommé tel un Myoho. Ce qui est intéressant, c'est que le Myoho représenté dans cette technique, Gundari, également appelé Kundali, a la particularité de distribuer l'Amrita, l'élixir de mortalité dans le bouddhisme. Et si une personne peut être liée de près ou de loin à un semblant d'immortalité, c'est justement Kaido. Alors pour le moment, il est difficile de cerner l'origine de cette pseudo-immortalité et ce que Kundali peut avoir comme lien avec ça puisqu'il s'agit d'un des Myoho les moins documentés sur internet. Pour autant, sa simple mention permet de mieux voir le futur de One Piece. Effectivement, et vous devez savoir si vous suivez mes théories et reviews, mais les Myoho ont à mes yeux une place très importante dans l'évolution de Luffy sur Wano Kuni. En plus d'être convaincu de l'apparition d'un Gear 5 face à Kaido pour en venir à bout, cette nouvelle transformation serait liée à ces divinités protectrices dont je vous parle tant. Voir Kaido utiliser à deux reprises des techniques liées au Myoho me conforte alors dans l'idée que ce n'est qu'une mise en place de ce qui va se passer avec Luffy et du power-up mythique qu'il va nous dévoiler. Pendant ce temps, le combat entre les deux continue et que ce soit Kaido ou Luffy, tous deux parviennent à infliger de grands dégâts à leur adversaire, laissant en suspens le nom du vainqueur final, du moins pour l'instant. Cette première partie aura donc été brutale, Kaido n'y est pas allé de main morte, mais de l'autre côté, Luffy a dévoilé toute l'étendue de sa robustesse hors norme. Le haki des rois avancé fait désormais partie intégrante de son style de combat et en a même évolué ses techniques de base. Le thème omniprésent du roc, cet oiseau légendaire de la mythologie perse, démontre que Luffy en est à un tout autre niveau en comparaison avec le simple faucon utilisé autrefois dans ses techniques. Malgré tout, je suis assez déçu de me dire que le scénario fera obligatoirement que Luffy l'emportera sur Kaido, alors que ce dernier, après avoir subi les assauts répétés des samouraïs, Minx, Supernova et autres, parvient encore à s'amuser et ne pas prendre le combat réellement au sérieux tout en ayant un net avantage sur Luffy. Il est monstrueux, totalement à la hauteur de sa réputation et ne devrait pas perdre après tout ce qu'il a fait. Malheureusement, il faut un perdant et ça ne peut être Luffy. J'attends avec hâte les prochains chapitres. Pour l'heure, passons à la deuxième partie de celui-ci. Cette partie qui clôturera le chapitre est littéralement légendaire, pour la simple et bonne raison que nous quittons Onigashima et Wano Kuni pour aller en plein cœur de Marie-Joise, au palais Pangea, dans la salle de réunion du Gorosei. Les 5 douaniens discutent des événements se déroulant sur Wano Kuni. Il semble qu'il n'est pas anticipé que la guerre prenne de telles proportions. En effet, ce sont 2 empereurs qui pourraient potentiellement perdre face à des pirates de la nouvelle génération. Si la défaite de Barbe Blanche a entraîné un si gros bouleversement à l'apparition d'une nouvelle ère, nul doute que les défaites de Kaido et Big Mom pourraient être à l'origine d'un des plus grands raz-de-marée que connaîtra le monde. Cependant, ça peut également être pour eux le tremplin nécessaire pour éliminer l'une des plus grandes menaces pour le gouvernement, Nico Robin. Depuis plusieurs chapitres déjà, leur but est très clair, capturer l'archéologue des Mugiwara. Le brouhaha de cette guerre semble alors offrir l'opportunité parfaite pour ça. Capturer ou peut-être même tuer. C'est ce qu'il semble sous-entendre. Une guerre ayant en son centre 2 empereurs qui combattent ne peut se terminer sans ôter une vie. Retour au large de Wano Kuni, les vaisseaux du gouvernement mondial prêts à passer à l'attaque se font surprendre par une forme colossale se déplaçant sur les mers et se dirigeant droit vers eux. Une créature disproportionnée répondant au nom de Zunesha. Au même moment, sur Marie-Joise, le Gorosei avait déjà changé de sujet et mentionné la réapparition d'un fruit du démon si mystérieux que même pour eux, il ne s'agissait que d'une légende. Pourtant aujourd'hui, ce fruit du démon dont la véritable identité avait été cachée par le gouvernement mondial semble s'être éveillé. Et l'apparition de Zunesha au même moment ne serait pas étrangère à cet événement unique et exceptionnel. Cette fin était pour le moins inattendu. Pas pour l'apparition de Zunesha puisque son retour était particulièrement évident sur Wano Kuni via son lien avec Momonosuke, mais c'est plutôt l'histoire de ce fruit du démon qui interpelle. Voyons donc ce que le gouvernement mondial souhaite cacher. Cela fait maintenant plus de 230 chapitres que cet être légendaire est apparu dans l'histoire. Vivant depuis un millénaire, Zunesha est la première île vivante et mouvante, abritant à la fois un peuple, les Minx, ainsi qu'une des clés pour atteindre l'Aftel, un Road Poneglyph. Zunesha a brisé son statut d'île en dévoilant une volonté propre à aider ses habitants lors de l'assaut de Jack. Une volonté étroitement liée à celle de Luffy et plus particulièrement à celle de Momonosuke pouvant interagir avec la créature. Nous apprendrons plus tard que pour un crime commis, Zunesha a été banni à marcher pour l'éternité sans connaître l'ampleur, les détails et l'origine de ses actes.
Pour autant, une chose est sûre, Zunesha et Momonosuke sont liés. Cette relation explique et justifie alors sa présence ici aux frontières de Wano Kuni. C'est absolument démentiel, mais également parfaitement logique. Surtout que sans réellement savoir ni comment ni pourquoi, Zunesha, le peuple des Minks et la famille Kozuki partagent un destin commun. Ces peuples sont liés les uns aux autres et c'est ce qu'aura découvert Oden lors de son aventure. Mais alors, à quoi pourra bien servir sa présence si massive sur Wano Kuni? Eh bien, croyez-le ou non, mais il y a de ça plusieurs mois, j'avais mentionné que Zunesha pourrait porter Onigashima. Si Momonosuke échoue à maintenir l'île dans les airs, il pourrait commander Zunesha de lui prêter main forte et ainsi éviter une collision fatale avec la capitale des fleurs, sauvant les citoyens. Ce scénario, que je n'ai jamais trop osé dévoiler, peut finalement prendre forme dans les prochains chapitres. Mais là où la présence de Zunesha intrigue, c'est dans ce qu'Oda semble vouloir nous faire comprendre à la fin du chapitre en parlant de ce fameux fruit du démon. C'est indéniablement la plus grosse révélation. Le Gorosei craint un certain fruit du démon considéré comme légendaire tant son éveil remonte à plusieurs siècles. Le gouvernement antérieur au Gorosei aurait cherché à cacher ce fruit de l'histoire et son véritable nom, mais ça, nous ne savons ni comment ni pourquoi. Forcément, les idées fusent dans tous les sens, il est difficile d'y donner un ordre, alors on va commencer par le plus simple. Ce fruit est lié à Zunesha. C'est ce qui me vient directement à l'esprit. La façon dont la page finale est écrite et montée laisse penser que l'un et l'autre sont liés. Ainsi, Zunesha bougerait justement car ce fruit semble s'être réveillé et il serait peut-être même à l'origine de la malédiction que subit l'éléphant géant. Après tout, Zunesha semblait victime d'un sort, d'un pouvoir. Le fruit du démon capable d'une telle prouesse pourrait donc être réapparu et justifierait l'apparition inexpliquée de la créature. Ce fruit est sur Wano Kuni. C'est la deuxième hypothèse la plus probable. Ce fruit du démon mythique serait tout simplement là, sur Wano Kuni, ce qui expliquerait pourquoi le gouvernement mondial a eu l'information de son existence. Toutes leurs paroles sont le résultat direct des informations provenant de Nigashima. Il y a peu de chances que ce fruit soit ailleurs qu'ici même, au pays des samouraïs. Maintenant, je vais vous dévoiler les hypothèses que j'ai à son sujet et à qui il pourrait appartenir. C'est la toute première pensée que j'ai eue en découvrant ce chapitre. Ce fruit du démon si spécial et craint par le gouvernement mondial ne serait nul autre que le Inu-Inu-Nomi modèle Okuchi no Magami. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement car les mots de Kaido à propos de ce fruit ont instantanément résonné dans ma tête. Ce fruit du démon est précieux, c'est le gardien de Wano Kuni. Ce fruit du démon, je l'ai obtenu au prix de mes efforts, etc., etc. Bref, ce fruit du démon semble être très important, autant pour Kaido que pour Wano Kuni, et c'est bien la première fois qu'un de ces fruits du démon obtient une place si importante, non pas spécialement pour ses pouvoirs, mais pour sa symbolique. L'apparition de Yamato dans cette forme, traversant Onigashima aux yeux de tous, Kaido ayant eu des difficultés à le récupérer tout en voulant le conserver, et maintenant le Gorosei qui révèle l'apparition et l'existence d'un fruit considéré comme légendaire, même par eux, je dois avouer que les coïncidences sont assez troublantes. Pour autant, je n'arrive pas encore réellement à comprendre en quoi le Inu-Inu-Nomi est spécial, et surtout la menace qu'il peut représenter vis-à-vis du gouvernement. C'est pour cela que la deuxième hypothèse apparaît. Forcément, celui-ci beaucoup plus de monde y ont pensé instinctivement, et je le comprends. Le Gomu Gomu no Mi est le fruit du démon de Luffy, le héros libérateur. De plus, Usu nous aura appris que le gouvernement mondial cherchait à acquérir ce fruit du démon, et ce sans que nous sachions pourquoi. Les récentes révélations à ce sujet et la symbolique de Luffy dans l'œuvre actuelle laissent suggérer que ce fruit du démon tant recherché serait alors le Gomu Gomu no Mi. Sauf que c'est incohérent. Incohérent car le Gorosei semble découvrir à l'instant l'existence de ce fruit du démon et son réveil. Or, le Gomu Gomu no Mi était bien connu déjà à l'époque où ils ont cherché à le capturer, mais également depuis que Luffy saute d'île en île, combattant adversaires et gouvernement tout en utilisant les pouvoirs de ce fruit. Ainsi, s'il recherchait réellement le Gomu Gomu no Mi, il l'avait sous les yeux depuis le début, et il le savait. Donc sauf si ce fruit du démon cache un autre secret pour l'instant, rien ne correspond à la description. Pour finir dans le listing des fruits du démon capables de justifier la réaction du gouvernement mondial, nous avons évidemment et indiscutablement le Toki Toki no Mi. Tout simplement le fruit du démon capable de traverser le temps et l'espace, introuvable depuis la mort de Toki. C'est un pouvoir absolument unique et incroyable dont la description correspondrait avec celle du Gorosei, disant qu'il n'a plus été recensé depuis plusieurs siècles. À cette époque, c'est Toki qui l'avait utilisé pour voyager dans le temps et ainsi être à l'origine de l'histoire que l'on connaît. Un tel pouvoir, toujours porté disparu depuis la mort de cette dernière, serait alors recherché et craint par le gouvernement. Là encore, j'en reste moins convaincu que pour celui de Yamato, mais malgré tout, l'hypothèse est intéressante. Sans connaître la nature de ce fruit du démon, que ce soit le Inu-Inu-Nomi de Yamato, celui de Luffy ou même un autre, ce pouvoir aurait pu appartenir à des personnages légendaires tels que Joy Boy ou Nika. C'est plutôt simple, les deux sont les ennemis du gouvernement mondial et de tout ce qu'ils représentent.
La réapparition de quelqu'un portant leur volonté, quelle qu'elle soit, indiquerait la fin des temps pour le gouvernement. Surtout que la notion de siècle est utilisée par le Gorosei, sous-entendant que ce fruit n'existait sans doute qu'à l'époque de l'Ancien Royaume, il y a 800 à 900 ans. Sa réapparition, ainsi que les changements que vit le monde, sont les signes annonciateurs du prochain grand cataclysme qui va frapper le monde de One Piece. Et c'est exactement ce que doivent redouter le Gorosei. Le plus grand ennemi du gouvernement, celui capable de les renverser, c'est peut-être également celui possédant ce fruit légendaire. Le voir apparaître signerait alors tout simplement la venue de leur némésis. Malgré toutes ces hypothèses alléchantes, une option semble être oubliée. Une option qui pourrait justifier plus que jamais comment et pourquoi le Gorosei semblait tant apeuré de l'apparition d'un tel fruit du démon. Ce fruit semble avoir un nom très spécial, assez pour être reconnu par le monde et changé en quelque chose de plus conventionnel. Et si pour une fois, ce fruit du démon répondait au nom d'Uranus? C'est l'une de nos conclusions avec Nina 2119. Effectivement, après l'existence d'un bateau répondant au nom de Pluton, une sirène répondant au nom de Poséidon, c'est un fruit du démon qui répondrait au nom d'Uranus. Sans savoir qui le possède et quel pouvoir il cache, le gouvernement aurait dissimulé le nom d'Uranus, une arme antique capable de détruire le monde, en un nom de fruit du démon plus banal, plus commun. Après Poséidon, une nouvelle arme antique s'éveillerait alors dans la contrée des samouraïs et pourrait être l'élément qui changera le cours de la guerre de Nagashima. Est-ce un pouvoir qu'a obtenu Zunesha, un pouvoir que possède quelqu'un se battant actuellement contre l'équipage de Kaido, ou encore un autre pouvoir dont l'existence ne va pas tarder à nous être révélée? Pour cela, il va falloir attendre la suite dans le chapitre 1038 de One Piece. On arrive enfin à la fin de cette review, merci à vous de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y aura toujours pas de vidéo la semaine prochaine, peut-être pas de review dans 2 semaines non plus. Je vais continuer à prendre le temps qu'il faut pour revenir en roi et vous offrir le contenu que vous méritez. Attendez patiemment, restez comme vous êtes, et merci pour tout. Peace.